Bonjour Éric Nolot. Bonjour à tous. Écrivain, évidemment, critique, journaliste et romancier. On va parler dans quelques instants du premier roman d'Éric Nolot qui s'appelle Ruse, formidable, qui nous amène en Bulgarie, un thriller amoureux. Je voudrais quand même commenter l'actualité. On attend Emmanuel Macron, c'est très important sur les mesures qui vont viser finalement à desserrer l'étreinte. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a un besoin de liberté et qu'il serait temps? Un besoin de liberté, pas seulement matérielle, aussi spirituelle. Moi, ce qui me frappe, c'est que on se prive de toute transcendance. La transcendance religieuse, il n'y a plus d'office. Il y a des gens qui tiennent à aller à l'église, à la mosquée, à la synagogue. Plus de transcendance culturelle, on ferme tout, y compris les bibliothèques qui donnent un accès gratuit aux livres. Et même, je classerais les petits commerces dans une forme de transcendance, parce que les gens aiment que leur centre-ville vive, que leur centre-ville n'ait pas l'air d'une zone sinistrée. Ils ne veulent pas aller dans des grandes surfaces en périphérie de la ville. Donc, on veut retrouver la joie de vivre. Et j'espère que ce nouvel arbitrage va nous redonner un peu la joie de vivre. Tout ça, parce que, bon, il annonce la réouverture des petits commerces, mais au fond, c'était nécessaire jusqu'ici, parce qu'il y avait cette obligation sanitaire. Vous le pensez, Éric Nolot ? Non, moi je pensais, j'ai vu à l'œuvre les petits commerces qui respectaient strictement les consignes sanitaires. Donc je n'ai pas compris ce concept de punition collective. Pourquoi on fermait les petits commerces par où le virus ne circulait pas, alors que d'autres lieux restaient ouverts et on savait que le virus il circulait. Je ne comprends pas. Je pense que les petits commerces sont les grands sacrifiés de ce deuxième confinement. Jean Castex, le Premier ministre, a dit on voulait empêcher, on voulait donner moins de raisons aux gens de sortir. Il ne fallait pas que les gens sortent, donc pas de tentation de sortir. Non, je pense qu'un arbitrage tout à fait équitable pouvait prévoir que les petits commerces restent ouverts à certaines conditions. Voilà. Oui. Alors j'ai un nouveau vaccin. Qui vient d'arriver, c'est le 3e, 4e depuis quelques jours, c'est formidable d'ailleurs, les vaccins arrivent, Éric Nolot, on va peut-être vous proposer une injection immédiate, c'est un vaccin russe, alors si c'est le Sputnik, il marche à 95%, c'est ce qui vient d'être annoncé, vous seriez prêt, s'il était disponible, on rigole pas, mais vous seriez prêt à 95%, vous prenez le vaccin russe? J'attends quelques éléments d'information sur le vaccin russe comme sur les autres, et après je pense que je serai tout à fait enclin à me faire vacciner. Je ne suis pas du tout complotiste pour ce qui est des vaccins. Je pense, mais j'en ai pas encore la preuve scientifique, qu'ils seront efficaces. J'en attends la confirmation et après, il n'y aura aucun problème. Mais ce que je constate, c'est que vous pouvez apporter 500 preuves définitives. Il y aura encore une moitié de la population française qui vous dira non. Nous ne nous ferons pas vacciner car il y a un complot, on ne sait pas trop qui est à la manœuvre. Il y a eu aussi beaucoup, peut-être pas de mensonges, mais beaucoup d'erreurs, de contradictions jusqu'ici dans la gestion de la crise. Beaucoup d'approximations. En effet, le péché originel, ça a été les masques. Voilà. On s'est dit, il n'y a pas besoin de masques, alors qu'on sait très bien qu'il y avait besoin de masques, mais que nous n'en avions pas. Donc nous disions, ce n'est pas la peine. C'est vrai qu'il y a eu un peu de suspicion. Maintenant, il faut quand même savoir que les vaccins, si vraiment ils marchent, vont nous sortir vraiment d'un capharnaüm impossible. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance. Oui, alors il y en a qui disent aussi, parce que là, on a des autorisations administratives de sortie, kilomètres, etc. Tout ça va sûrement disparaître à un moment ou à un autre, mais qu'au fond, il y a aussi une tentation de limitation des libertés. Il y a une menace, finalement, sur les libertés publiques aujourd'hui en France. Non, je crois simplement que comme les pouvoirs publics sont extrêmement désemparés face à cette crise sans précédent, ils prennent des mesures un peu globales, quoi. C'est-à-dire, on ne regarde pas le détail, on réprime la liberté effectivement de mouvement. Mais je crois que c'est plus l'aveu d'une impuissance que d'une volonté de limiter les libertés publiques, parce qu'au fond, qu'est-ce que l'État gagnerait à ce que les gens se déplacent moins ? Oui, une dérive autoritaire. Alors on voit les images que vous avez commentées d'ailleurs sur Twitter, on va les revoir. Hier, sur la place de la République, où des migrants qui campaient ont été délogés de manière que vous avez qualifiée de violente et que beaucoup d'ailleurs ont condamné dans la classe politique. La police des polices doit rendre compte de ce qui s'est passé dans les heures qui viennent au ministre de l'Intérieur qui l'a demandé. Ça vous révolte, ça ? Non, mais ça me révolte, et puis c'est une histoire de fou. On a la main plus lourde avec des réfugiés qu'avec les Black Blocs qui ont ravagé Paris samedi après samedi en marge des manifestations des Gilets jaunes. Et puis, qu'est-ce qu'on croit ? Que les gens qu'on a matraqués, auxquels on a volé leur tente, vont se dissiper dans l'air ? Non, ils vont se mettre ailleurs, refaire un camp sauvage qui, un jour ou l'autre, sera évacué de la même manière. Il faut trouver une solution plutôt pérenne et non pas exercer à leur endroit une violence qui est à la fois complètement excessive, complètement gratuite et complètement inutile. Donc vous ne voteriez pas le texte dit de sécurité globale
qui va être discuté à l'Assemblée nationale. Dans le cas qui peut-être, pour certains, considèrent qu'il va limiter le droit des journalistes dans les manifestations. Non, mais je crois simplement qu'on essaye de régler dans le même temps les excès des réseaux sociaux et on essaie de faire payer la presse au passage. Réglons déjà le problème des réseaux sociaux où il y a énormément de débordements, il y a énormément d'appels à la haine, il y a énormément de fausses nouvelles. Il faut que les diffuseurs, les hébergeurs de tous ces commentaires soient responsables au même titre que la presse. Mais ne tapons pas sur la presse, c'est pas elle la coupable. On sait très bien que c'est des réseaux sociaux qui éventuellement désignent, puisque c'est ça le cœur du problème, désignent les policiers à la vindicte populaire. Voilà, c'est pas la presse, c'est pas la presse. Alors il y avait la loi sur le séparatisme, elle a changé de nom d'ailleurs, que proposait Emmanuel Macron. Ça concernait en fait la loi sur la laïcité en fait. Bon, vous avez là encore sur Twitter dénoncé ce qui se passe en ce moment au sein de la gauche. Notamment on voit entre Anne Hidalgo et sa majorité verte qui a souhaité, avant de donner le nom d'une rue, Samuel Paty, faire respecter la loi qui demande qu'il fasse plusieurs années pour donner le nom à quelqu'un dans une rue de Paris, ce qui a révolté Anne Hidalgo et créé des tensions. Vous dites, au fond, il y a ce que certains qualifient d'une sorte d'islamo-gauchisme ou d'atteinte à la laïcité, de problème avec la République. Il faut nommer les choses. Il y a deux gauches. Il y a deux gauches qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Il y a une gauche laïque et républicaine, et il y a une gauche qui n'est pas laïque et qui en effet flirte avec l'islamo-gauchisme. Et ce réflexe des Verts au Conseil de Paris en disant « Attendez, le règlement stipule qu'il faut attendre 5 ans avant de donner le nom d'une rue à quelqu'un qui a décédé. Quand il s'agit de Samuel Paty, la moindre des choses, la moindre des décents, c'est de ne pas faire ce genre de remarques. Cet homme est mort décapité au nom de nos valeurs, au nom de l'école laïque. Moi, je suis pour remettre les barbelés laïques devant l'école publique. Des barbelés laïques. Mais oui, quand vous voyez que quelqu'un, un parent d'élève, se fait accompagner par un fichier S pour aller discuter l'enseignement d'un professeur auprès du proviseur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est profondément dégradé. Donc vous diriez qu'il y a un problème d'une partie de la classe politique. Parfois on accuse d'ailleurs M. Mélenchon. Il y a un problème avec la laïcité, avec la République. Bien sûr, et je pense que M. Mélenchon, qui a été jadis un représentant de cette gauche laïque et républicaine, ne l'est pas pour moi, ne l'est plus pour moi. Pour des raisons électoralistes, pour des raisons clientélistes, il va chasser sur des terres que je trouve de plus en plus douteuses, qui sont celles de l'islamo-gauchisme. En témoigne sa participation à cette funeste marche contre l'islamophobie où il y avait des personnages très très peu recommandables. Oui, ça va nous faire du bien de souffler. Oh oui. Ah, regardez, pour souffler. Je vais vous faire entendre un petit air comme ça, une petite musique que vous aimez, Éric Nolot. Alors, le livre s'appelle Ruse et celui qui chante, c'est votre idole. C'est mon idole, Graham Parker, que vous avez reçu. Écoutez Graham Parker quelques instants, c'est trop beau. Eh bien, c'est un extrait de cette chanson que vous citez en ouverture de ce roman. Love Gets You Twisted. Ouais. Et en fait, vous nous racontez quoi ? Un thriller amoureux qui se passe en Bulgarie, votre pays de cœur. Mon pays de cœur. Et avec deux personnages qui pourraient vous ressembler, s'appelle Serge et l'autre c'est Deliana. Et c'est une course contre la mort quoi en fait. Il y a la mafia, la prostitution, il y a tout ce qui peut se passer pour faire un bon thriller. Un bon thriller, puis tout ce qui peut se passer dans un couple, parce que ce couple s'est séparé, se reforme, et au moment où ils se reforment, en effet, il y a un danger de mort qui pèse sur eux. Il y a la mafia qui est à leur trousse parce que Deliana a volé à un mafieux quelque chose qu'elle n'aurait pas volé, une enveloppe avec de l'argent et des photos compromettantes. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est un road trip en fait. C'est un road trip puisqu'il fuit. De suspense. Oui. Voilà, il fuit de Sofia où le couple se reforme jusqu'à Ruse ou Rousset, on dit les deux, qui est une ville que j'aime beaucoup en Bulgarie au bord du Danube et qui est la ville natale d'Elias Canetti, le prix Nobel de littérature. Donc c'est un road trip dans des paysages et dans des ambiances que j'aime par-dessus tout, c'est celle de la Bulgarie. Voilà, c'est mon deuxième pays et je n'aurais pas pu faire mon premier roman ailleurs qu'en Bulgarie, tellement j'aime ce pays. Oui, votre pays, le cœur, je disais. Oui. Parce que c'est fou, parce que vous aimez profondément. Alors, vous racontez évidemment une histoire, c'est romanesque en même temps, c'est un thriller. Et en même temps, il y a ce pays derrière, il y a le souffle de ce pays. Vous dites qu'il est mal connu. Qui est très mal connu. Je vais vous donner une anecdote. Je revenais de vacances au mois de septembre et puis je discute avec une amie qui me dit « Où est-ce que tu as été cet été ?» Je dis « Je suis allé en Bulgarie. » Elle me regarde et me dit « Mais tu préfères pas aller dans des pays chauds là, plutôt que dans le froid à l'été ?» Et je lui explique que c'est limitrophe de la Grèce et de la Turquie, donc il fait 40 degrés à l'été. Mais pour elle, c'était quand même plus proche du pôle Nord que de la Grèce. Donc c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne et qui est très mal connu, voire inconnu à beaucoup de Français. Voilà. Oui, en même temps, alors là, pour le coup, je disais, prostitution, mafia, il en arrive, vos deux héros. C'est la Bulgarie noire. C'est la Bulgarie noire. C'est la Bulgarie noire, mais vous savez, on dit ça pour la Bulgarie, mais on ne le dit pas, par exemple, des États-Unis, où les romans noirs vous montrent
les États-Unis sous leur jour le plus sombre, avec en effet aussi des histoires de mafia, de criminalité, et personne ne pense que les États-Unis se résument à ça. Évidemment, vous pouvez passer des séjours tout à fait enchanteurs en Bulgarie sans apercevoir, Dieu merci pour vous, parce que ce serait la dernière fois, l'ombre d'un mafieux bulgare. Mais évidemment, comme c'est un thriller, je m'intéresse plutôt à la partie noire. Mais de temps en temps, l'action s'arrête et je parle des paysages bulgares, je parle des villes bulgares pour lesquelles j'ai un amour infini. Oui, il y a beaucoup de lyrisme dans les phrases, dans les descriptions, on sent beaucoup d'amour. Vous aviez vraiment envie de faire un roman. Alors vous passez de l'autre côté, là, vous êtes critique littéraire. Des fois, ça vous arrivait on va dire comment, hein, de massacrer quelques auteurs que vous n'aimiez pas. De donner mon avis, vous voulez dire. De donner votre avis, c'est parfois très cinglant. Alors là, c'est vous qui risquez de vous en prendre plein la figure, Éric, là. Hein. Je risque de m'en prendre plein la figure. On va se venger, il y en a qui vont se venger. Non, hein. mais pour l'instant, ça se passe très bien. La critique, globalement, est très positive. Et ensuite, je vais vous dire une chose, entre les dangers que je cours et les dangers que courent mes deux héros, vous voyez, moi, je m'en tire très, très bien. Moi, j'ai affaire à quelques critiques parisiens. Eux, ils ont affaire à la mafia bulgare. Je peux vous dire qu'entre les deux, il y en a un qui court des dangers plus grands que l'autre. Et c'est vrai que vous étiez dit, avant 60 ans, il faut que je fasse un roman. Absolument. Ça, c'est avant 60 ans. Tous ceux qui nous écoutent, avant 60 ans, faites un roman. Hein. Si à 50 ans, tu n'as pas de Rolex, tu as loupé ta vie. Moi, c'est pas ma philosophie. C'est si à 60 ans, tu n'as pas fait ton roman, ton premier roman, c'est que tu as raté ta vie. Oui. Puis alors, l'astuce, c'est qu'évidemment, tout le monde va penser qu'il s'appelle Ruse. Mais on va découvrir que c'est peut-être le nom d'une ville, c'est peut-être autre chose. C'est même certainement le nom d'une ville. Une ville fascinante. Oui, ça se prononcerait pas forcément comme ça alors. Ça peut se prononcer Ruse ou Rousset. Mais maintenant, on dit plus Rousset, mais évidemment, moi j'ai gardé Russe parce que la polysémie est plus intéressante. Oui, et puis ça donne envie d'y aller passer des vacances. Il faut aller en Bulgarie. Alors, pas trop nombreux. Oui, parce que ne donnez pas les adresses des hôtels où vous allez, parce que... non, et puis surtout, je ne veux pas que la Bulgarie ploie sous le tourisme de masse qui a un peu tué des pays voisins comme la Croatie, qui maintenant ne sait plus quoi faire de ses touristes. Enfin, ça, c'était avant la crise. Et puis surtout, qui a aligné ses prix sur l'Europe de l'Ouest. Donc, je ne tiens pas à ce que la Bulgarie suive ce même chemin et tombe dans ces mêmes travers. Mais pour ceux qui m'écoutent, nos spectateurs d'élite, allez en Bulgarie, allez-y au printemps, quand la vallée des Roses est en fleurs. Allez-y en été. Vous ne pourrez pas sortir entre 13 et 16, puisque ce n'est pas près du pôle Nord, mais près de la Grèce. Mais c'est un pays magnifique. Alors, on pourrait vous proposer le poste de ministre du Tourisme de la Bulgarie. J'accepte immédiatement. Vous acceptez immédiatement. Vous êtes parfait. Je suis très motivé et je connais très bien ce pays. Et vous donnez envie d'y aller. Et surtout, il faut avoir envie de lire ça. Formidable. Merci beaucoup. Premier roman d'Éric Nolot. On ne le lâche plus jusqu'à la fin. Et je ne vous dirai pas la fin. Hein. J'ai interdiction de le faire. Ça s'appelle Ruse. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.